Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. À Alger, les négociations entre le gouvernement malien et des groupes armés dans la perspective d'aboutir à un accord de paix se poursuivent. Une situation qui cristallise l'attention des Maliens. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Karim Keïta, député à l'Assemblée nationale malienne. L'échéance électorale de 2015 au Togo est au cœur des préoccupations de la classe politique togolaise. Nous verrons que certains membres de l'opposition pensent être en partie responsables des blocages politiques que connaît le pays. Et puis, avec la multiplication de longues saisons sèches, les savanes font place aux zones désertiques sur le continent. Quelle stratégie pour la sauvegarde de ce patrimoine naturel qu'est la forêt? Les réponses dans ce journal. Début difficile pour les discussions intermaliennes à Alger, la capitale algérienne. Les incompréhensions entre le gouvernement malien et les groupes rebelles persistent à la table des négociations. Pour certains analystes, une résolution reste possible et le conflit devrait même se régler d'ici la fin de l'année. Erika Oraga. Les autorités maliennes et les groupes armés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Lors des nouvelles discussions entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles débutées le 16 juillet à Alger en Algérie, les observateurs annonçaient des négociations compliquées. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, le désaccord entre les membres des groupes armés et l'établissement d'une feuille de route approuvée par toutes les parties sera à l'origine de ce blocage. À l'heure actuelle, le Mali et les groupes armés ne se sont pas entendus sur 3 points principalement. Le premier point est par rapport à la représentation de certains groupes armés autour de la table de négociation. Principalement, le MNLA et les ACIA ne veulent pas que les autres groupes participent aux négociations. Deuxième blocage, c'est que les groupes armés ne sont pas d'accord avec le calendrier que le Mali propose. Et ils proposent un calendrier sur 9 mois de négociation. Et troisième point de blocage, ça c'est le lieu de négociation. Et aujourd'hui, par rapport au lieu, il y a vraiment un véritable problème entre le gouvernement malien et les groupes armés présents en Alger. Pour beaucoup, ce nouveau dialogue entre les autorités maliennes et les groupes armés était considéré comme une lueur d'espoir pour un climat apaisé au Mali. Mais selon le journaliste Ibrahim Koulibaly, le retour définitif de la paix dans le pays est encore possible. Aujourd'hui, aboutir à un accord, c'est le plus grand souhait de toutes les parties. Mais moi, je trouve que ce qui se passe actuellement, le blocage qu'on constate, m'a proprement dit, ce n'est pas un blocage, c'est des incompréhensions qui méritent d'être élucidées pour justement avoir un accord et partager de tout le monde, un accord acceptable de toutes les parties pour que la paix revienne définitivement au Mali. Le dialogue intermalien devrait s'achever ce jeudi pour reprendre en août prochain à Alger en Algérie. Les membres du MNLA souhaitent que ces discussions s'étalent sur plusieurs mois. Le gouvernement, de son côté, exige la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de l'ONU. L'implication des uns et des autres ne sera certainement pas de trop pour faire avancer la cause de la paix au Nord Mali. Le Mali est en proie à l'instabilité depuis près de 2 ans. La résolution de la crise malienne est donc au cœur des préoccupations des Maliens. Et pour approfondir le sujet, nous recevons sur ce plateau Karim Keïta, député à l'Assemblée nationale du Mali. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Keïta, le Mali est en pleine négociation avec les rebelles du nord du pays pour parvenir à un accord durable. Le Premier ministre estime que ces négociations sont complexes. Quel est votre point de vue en tant que député ? Complexe certainement, parce que vous savez, et c'est aussi un cas d'école, un État qui fait face à six groupes en même temps, ce qu'on a l'habitude de voir, généralement on fait face à un ou deux groupes, et quand ces groupes-là ne s'entendent pas et que ce n'est pas homogène, c'est certainement complexe. Donc, mais il y a tout lieu d'être optimiste quant à l'issue. Pensons qu'il y a une bonne volonté de toutes les parties, et Inch'Allah, je pense que nous y arriverons. Vous êtes président de la commission défense du Mali. Ces actions n'ont pas d'impact visible pour le moment. Comment l'expliquez-vous ? Certainement parce que c'est du domaine de la défense et de la sécurité. Vous savez, toute commission défense est un peu le tube entre l'exécutif et le législatif. Nous posons des actes, nous donnons souvent des recommandations et des avis. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette commission défense pour cette législature-là vient un peu en appui, en complément au département de la défense et de la sécurité. Car vous savez, nous faisons face à un fléau qui n'est pas comme si nous étions sur un champ de bataille. Je veux parler du terrorisme.
Donc on ne fait pas face à un ennemi identifiable par un uniforme. La lutte contre le terrorisme revient carrément à combattre sa propre ombre. Et les aspects non militaires peuvent être souvent plus importants que les aspects militaires eux-mêmes. Donc c'est une nouvelle approche que nous entamons vis-à-vis des autorités. Et si les négociations ne marchent pas, qu'est-ce que vous envisagez, vous ? Elles marcheront, Inch'Allah. Et éventuellement une lutte armée par les armes plutôt que le dialogue politique ? Je pense que toutes les parties sont animées de bonne foi. Je pense que cela est exclu. Nous nous engageons pendant ce mois béni de Ramadan. Je ne pense pas que qui que ce soit ait la tête à reprendre les armes ou quoi que ce soit. Nous voulons parler. Je pense que les choses vont au bon train. Et je reste optimiste. Monsieur Keïta, vous avez reçu le 18 juillet dernier l'African Rising Political Figure Award, un prix récompensant les jeunes leaders africains. Selon vous, quel acte majeur avez-vous posé pour recevoir une telle distinction ? Je pense qu'il faudrait poser la question au forum qui m'a décerné ce prix. Non, je pense que certainement mon engagement politique, vous savez, j'ai 34 ans et je disais pendant ma campagne électorale que combien de Maliens de 34 ans échouent sur les bords de la Méditerranée pour essayer de rejoindre ici l'Europe parce qu'ils sont en manque d'alternatives. Et je pense que nous qui avons eu cette opportunité-là, nous qui avons eu ce privilège-là, il faudrait que nous nous investissions un peu plus dans nos pays respectifs et dans tout le continent. Je pense que c'est aussi cela. Je suis aussi vice-président du Conseil panafricain de la jeunesse qui est basé à Johannesburg, qui est une instance qui est une instance au sein du Parlement panafricain. Donc je pense que mon engagement et certainement mon dévouement a dû être remarqué. Une dernière question, Monsieur Keïta, vous parliez d'engagement politique tout à l'heure. Vous êtes député de la commune 2 de Bamako. Au-delà des promesses de campagne, que faites-vous pour mettre à l'écoute tous ces citoyens ? Bien, écoutez, dans ma campagne, j'avais fait une promesse, c'était d'avoir une permanence. Je pense avoir l'une des permanences les plus actives, avec une équipe qui est dévouée, qui reçoit les gens de ma commune. Et j'y suis moi-même une fois par mois. Donc voilà, je reçois, j'écoute, j'essaye de gérer au mieux les problèmes de mes concitoyens. Car vous savez, le social compte énormément chez nous au Mali. Et j'en profite par la même occasion pour dire qu'au mois d'octobre, Inch'Allah, je lancerai une bourse donc, qui sera mensuelle et qui viendra en appui aux femmes et aux jeunes de ma commune pour les aider dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Keïta. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale du Mali. Merci. Au Togo, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de réforme de la Constitution qui devait limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'opposition, à travers Dodji Apevon, président du Comité pour le renouveau, pose un regard critique sur ses responsabilités quant au déroulement de la vie politique togolaise. Les précisions d'Ibra Khadingaï. Après le rejet fin juin 2014 par l'Assemblée nationale togolaise du projet de loi limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels, la situation politique reste tendue au Togo. Le projet de loi portant modification de la Constitution a été déposé par le gouvernement, un projet rejeté par sa propre majorité. Si l'opposition togolaise dénonce une ruse et une mise en scène politique, elle reconnaît tout de même être en partie responsable des blocages politiques que connaît le Togo. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que le vrai problème que nous avons, c'est vrai, ceux qui sont au pouvoir, ils mettent tous les artifices pour ne pas partir, c'est vrai. Mais le vrai problème que nous avons, c'est l'opposition elle-même. Quelle réponse appropriée nous apportons à ceux qui trouvent les artifices justement pour se maintenir au pouvoir? L'opposition suspecte une manœuvre politique concertée entre le gouvernement et sa majorité afin de permettre à l'actuel président togolais, Faure Gnassingbé, déjà élu en 2005 et 2010, de briguer un nouveau mandat. Toutefois, est-elle assez soudée pour faire front contre le président Faure Gnassingbé et proposer une alternative aux Togolais? Au niveau de la coalition arc-en-ciel et du collectif Sauvons le Togo, nous sommes concertés pour avoir un point de vue commun à défendre au dialogue. Et c'est pour ça qu'à ce dialogue-là, et justement, lors des discussions à l'Assemblée nationale, nous avons eu les mêmes points de vue. Il n'y avait pas eu de divergence entre nous. Après le rejet du texte, nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur l'avenir. Et nous continuons de réfléchir. Nous sommes arrivés aujourd'hui, si nous voulons exister en tant qu'opposition, nous devons apporter une réponse claire à nos populations. Reste à savoir si les opposants togolais pourront relever le difficile défi de proposer une candidature unique pour l'élection présidentielle de 2015.
D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Afrique perd 4 millions d'hectares de forêt chaque année. Un phénomène que tentent d'enrayer autorités publiques et acteurs de la société civile. Focus sur des initiatives de lutte contre la sécheresse mises en place en Mauritanie, mais aussi en Guinée, avec Florent Nissa. Des pluies qui se font rares, des savanes qui se transforment en désert et qui avancent et rognent peu à peu le paysage urbain. C'est les défis auxquels doivent faire face plusieurs États africains. Depuis la fin des années 1960, la Mauritanie a souvent été touchée par des vagues périodiques de sécheresse. Vu l'ampleur du phénomène, le gouvernement s'est engagé à combattre le fléau. C'est ainsi qu'un projet de ceinture verte a vu le jour dans la capitale Nouakchott. Le ministère de Tennessouilem a pour objectif la production de plans pour l'ensemble des programmes environnementaux au niveau de Nouakchott. Les années passées, nous produisons du prosopis, qui est une espèce qui a donné ses résultats au niveau des cordons nus en mouvement et qui menace la ville de Nouakchott. Et cette année, nous avons eu à mettre en place un programme qui a pour objectif la production d'1 million de plants. Aujourd'hui, nous avons à peu près 700 000 et la production continue. La Guinée est également touchée par la déforestation. D'après une étude du Plan national d'adaptation au changement climatique, la forêt dense subit une régression de 17% tous les 15 ans. Dans la ville de Kandia, l'ONG Sauvons l'environnement tente de restaurer le fleuve Toku, menacé de disparition. Cette rivière, il y avait de la pirogue dessus. Mais aujourd'hui, vous voyez la quantité d'eau qui traverse. Et la population riveraine avait abandonné leur concession par inondation. Chaque année, il y avait des inondations. Il y a même eu des cas de perte en vies humaines. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire la sonnette d'alarme. L'Afrique de l'Ouest a perdu 19% de son couvert forestier entre 2000 et 2010. À ce rythme, et si aucune mesure drastique n'est prise pour enrayer ce phénomène, il n'y aura plus de forêt dans cette région d'ici quelques dizaines d'années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.